Alors moi, j'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rires. L'histoire, ce sont aussi des sentiments, des émotions. Passionné, je voulais faire des livres. Le comédien est quelqu'un qui raconte qui il est. Bonjour, sommes-nous seuls dans l'univers? Ça, on peut sérieusement en douter, mais sommes-nous déjà connus? Loin du folklore de la science-fiction, mon invité parcourt le monde à la recherche de signes tangibles de la visite ici sur notre planète, d'êtres venus d'ailleurs. Tête à tête avec Gilles Dabordet. Gilles Dabordet, bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps vous intéressez-vous à ces phénomènes, disons, extraterrestres? Depuis assez longtemps. Déjà, je m'y intéressais quand j'étais lycéen et étudiant. Dans les années 50, j'avais lu plusieurs livres, des articles. Il y avait à l'époque déjà une grande vague, comme on dit, d'ovnis, de soucoupes volantes en 1954. Et il y avait, par exemple, un journaliste qui s'appelait Aimé Michel qui avait beaucoup étudié ça et qui avait fait un livre très intéressant qui s'appelait Mystérieux objets célestes à l'époque. Donc ça remonte à assez loin. Bon, et puis ensuite, je me suis intéressé par période, avec des hauts et des bas. Et finalement, je suis arrivé à m'intéresser vraiment de très près à la fin des années, vers la fin des années 80, en découvrant des livres américains surtout. Et je me suis aperçu qu'il se passait beaucoup de choses là-bas dont on n'était pas tellement au courant en France. Alors ce sont des lectures que vous avez faites, j'allais dire, en école buissonnière un petit peu. Il n'y a pas de l'ufologie, n'est pas considérée comme un métier. Quelles études avez-vous faites? Moi, j'ai fait des études commerciales, école des hautes études commerciales. Et en parallèle, donc, alors à propos de parallèle justement, tout simplement, est-ce que nous sommes connus? Qui nous connaît? Est-ce qu'on peut parler de monde parallèle? Enfin, un petit peu, en quelques secondes, de quoi il en retourne aujourd'hui? Alors, on en discute évidemment, il y a des avis très, très partagés. Il y a beaucoup de gens sceptiques. Mais parmi les gens qui sont ouverts à la question, il y a l'idée qui prédomine, c'est celle de visiteurs extraterrestres, venant d'autres... Bon, alors, dans le système solaire, on voit bien que nous sommes seuls. Et donc, s'il y a des visiteurs, ils viennent d'ailleurs, c'est-à-dire d'autres planètes, ce qu'on appelle les planètes extrasolaires aujourd'hui. Vous savez que depuis 1995, on a commencé à en découvrir. Et on en est à 2000 planètes extrasolaires actuellement. Donc c'est en évolution très rapide cette question-là. Alors, il y a un obstacle énorme sur cette idée de visiteurs extraterrestres, c'est la vitesse de la lumière qui fait que tous ces mondes sont extrêmement qui sont très lointains. Il faudra un temps considérable pour franchir les espaces. Mais on peut en parler si vous voulez, il y a des théories scientifiques qui sont encore balbutiantes, qui suggèrent qu'il y a peut-être des raccourcis dans l'espace. La théorie des cordes. Par exemple, la théorie des cordes, je vois que vous êtes déjà bien branché là-dessus. Ouais. Mais alors, tout simplement, est-ce que ce sont des êtres physiques qui, quand ils se manifestent sur Terre, le font sur un autre plan? On va parler des contactés, des enlèvements, par exemple. Là, ce sont... Voilà, alors, bon, là, vous ouvrez tout de suite une porte qui est très intéressante. C'est l'idée qu'il y a peut-être en effet des passages entre différents plans de la réalité, des dimensions, d'autres dimensions. Je suis assez porté, je pense, assez à cette idée d'autres dimensions. Cette théorie, comme vous venez de dire le nom, la théorie des cordes suggère qu'il y a d'autres dimensions, entre autres. Mais on en est encore vraiment... Aujourd'hui, on n'a pas la preuve irréfutable. Non. On a des contactés, des personnes... En France, il y a le GEPAN. Il n'y a pas de preuve irréfutable, en effet, oui. Mais en France, si on s'intéresse, est-ce qu'il y a des clubs d'ufologie? Il y a le GEPAN Alors, le GEPAN, c'est l'organisme officiel qui est un petit service rattaché au Centre national d'études spatiales, le CNES, à Toulouse. Bon, c'est un petit service qui a une ambition très limitée, qui est d'enregistrer les témoignages les plus intéressants, de les étudier un peu et puis de les archiver. En fait, ça se limite à ça, leur travail. À côté de ça, en France, il y a des petits groupes, des groupuscules, d'ufologues, comme on les appelle. C'est
pas très, très sérieux, c'est assez folklorique dans l'ensemble. Et puis il y a des chercheurs un peu indépendants, j'ai le sentiment de faire partie de cette catégorie, qui essayent d'en savoir un peu plus, qui étudient. Et voilà Mais attention, il y a une autre chose qu'il faut dire tout de suite, c'est que c'est un phénomène mondial et qui intéresse des gens dans le monde entier. J'ai été invité à un certain nombre de colloques, de conférences à l'étranger, et je me suis bien rendu compte de cela en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, en Amérique du Sud. J'ai été invité deux fois au Brésil, par exemple. C'est très, très actif là-bas. Le Brésil qui est aussi la patrie du spiritisme. Oui, et c'est ça. Non, mais les Brésiliens sont très ouverts à beaucoup de choses. Oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose que vous... Est-ce que vous désirez un jour faire une rencontre, disons, du troisième type, ou c'est quelque chose que vous préférez étudier de loin? Je suis pas sûr d'avoir envie d'être confronté de trop près à ces visiteurs-là. À vrai dire, honnêtement, comme je suis pas très très courageux, j'ai pas tellement envie de prendre des risques parce qu'il y a il y a des aspects un peu troublants et comme un peu inquiétants dans tout cela. On ne sait pas très bien où on met les pieds. Ils nous surveillent, en tout cas, ça, c'est votre conviction. Alors, ce que je crois, moi, je vais vous le dire, c'est qu'il y a des visiteurs extraterrestres. Certains nous connaissent depuis très longtemps. Ils nous surveillent. Ils nous guident un petit peu. L'ufologie a quelque chose à voir avec les grandes religions, en tout cas. Moi, j'en suis convaincu. Donc, il y a des espèces d'orientations, peut-être, qui sont données, des enseignements un peu enrobés de mystère, si on veut. Et puis, ils nous surveillent. Et en particulier, il y a quelque chose qui surveille beaucoup depuis une cinquantaine d'années, c'est les armes nucléaires, les activités nucléaires. Ils nous ont, je le pense, prévenus. Ils nous ont dit, en faisant des apparitions très près d'installations nucléaires, aux États-Unis, en Russie, en Angleterre et même en France aussi. Ils ont dit attention, c'est très dangereux, ça fait bien attention à ces choses-là. Et on ne va pas vous laisser démolir la planète. On ne vous laissera pas démolir la planète, la Terre. Ça, donc toutes ces... Moi, je pense que oui, il y a ce message-là. Oui. Toutes ces observations sont consignées dans des livres, il y a des rapports. Parfois, il y a une rétention d'informations, vous pensez aussi? Ça reste assez secret. Et le pays où ils en savent le plus long, c'est les États-Unis. C'est le pays où ils sont les plus fermés. Et la ligne officielle aux États-Unis, c'est continue à être qu'il n'y a rien. Mais en réalité, c'est un paradoxe de ce pays-là, c'est qu'ils ont publié beaucoup de documents officiels. Il y a une loi qui s'appelle Freedom of Information Act, la loi sur la liberté d'information, qui les oblige à fournir des documents officiels sur demande, à moins qu'ils soient secrets, vraiment secrets. Et ils ont publié plein de choses. Et on a des tas de documents qui ont été publiés, notamment qui proviennent de l'armée de l'air, du FBI, etc. Moi, j'ai plein de rapports du FBI. Par exemple, moi, j'ai acheté, il y a 20 ans, les 1600 pages divulguées par le FBI sur les ovnis. Alors, on renvoie les téléspectateurs à votre livre, notamment sur Roswell, puisque vous êtes un des grands spécialistes en France de ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé d'ailleurs aujourd'hui? On ne le sait pas avec certitude, mais à mon avis, on s'en approche. On s'en approche. Il y a une autopsie qui a été... Alors l'autopsie, je vais tout de suite vous le dire de l'oublier, parce que c'est probablement une manœuvre de désinformation. Il y a beaucoup de manœuvres. Le film d'autopsie. Il y a beaucoup de désinformation, et encore il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais par contre, il y a plusieurs équipes de chercheurs indépendants, souvent d'ailleurs en compétition les uns avec les autres, ce qui n'est pas mauvais du tout d'ailleurs, et parce qu'ils se contrôlent les uns les autres, ils se contredisent, mais ils sont à peu près d'accord sur un tronc commun qui est donc le crash d'un ovni près de la région de Roswell en 1947, et il y a de nombreux témoins maintenant. Il y a, je ne sais pas combien, il y a des dizaines de témoins qui sont convergents, et qui sont des témoins très crédibles. Quel
Comment considérez-vous la littérature de science-fiction et puis plus généralement toutes les productions de science-fiction? Souvent les ufologues et les auteurs de science-fiction Ils ne s'aiment pas beaucoup. ne s'aiment pas beaucoup. Oui, parce que les auteurs de science-fiction sont souvent assez sceptiques là-dessus. Pas tous, hein. Mais oui, par exemple, Arthur Clarke, qui avait inspiré Stanley Kubrick pour le fameux film 2001, l'Odyssée de l'espace, était très sceptique sur les ovnis. C'est juste un exemple. Mais ils s'intéressent beaucoup, ils connaissent très bien. Il y a d'autres auteurs, par exemple, les gens qui font la série X-Files et autres, ils se sont bien servis des histoires d'ufologie. Hein. Mais alors vous, quelle œuvre de science-fiction considérez-vous comme peut-être la plus intelligente, la plus propice à la réflexion, la moins glauque ou morbide, par exemple? Je ne sais pas, je suis un peu embarrassé pour répondre parce que c'est quand même assez fantaisiste, la science-fiction. Mais Les Petits Hommes Verts, par exemple, ça a été inventé par le créateur de Tarzan, c'est lui? Oui, c'est ça. Les Petits Hommes Verts, c'est né au début du XXe siècle, c'était de la bande dessinée, en fait. Mais parmi les films intéressants qui demeurent quand même, qui gardent de la valeur, je citerai le film de Spielberg, Les Rencontres du troisième type. Bien que ça soit très, très... Et il y avait un conseiller d'ailleurs spécial sur ce film. Eh bien oui, il y avait à la fin sur le plateau de cette rencontre phénoménale avec un énorme ovni, il y avait un astronome, l'astronome Alan Hynek, qui a été pendant 20 ans le conseiller de l'armée de l'air, où il était chargé de tout expliquer. Et quand ils ont fermé les portes, fin des années 60, il s'est rebellé. Il a dit « Oui, mais moi je ne suis pas d'accord, ça fait 20 ans que j'étudie, et moi j'affirme qu'il y a des ovnis. » Il a publié un livre en 1972. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser sérieusement à la question. Et puis on renvoie aussi les lecteurs à votre autre livre, Vision céleste et vision cosmique, que vous avez à portée de main. Et c'est ça, parce que je devinais que vous alliez m'en parler. Et j'aime bien ce livre-là parce qu'il raconte toute l'histoire un peu des visions depuis l'Antiquité. Chez les artistes aussi, chez les peintres, vous êtes vous-même artiste peintre. Oui. Alors les intelligences extraterrestres vous inspirent-elles, entrent-elles en communication avec vous? Qu'est-ce que l'inspiration pour vous? L'aspiration, je n'en sais rien, en fait. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours été attiré par l'espace, par l'astronomie, l'astronautique, tout ça, depuis mon enfance. Et puis ensuite les ovnis. Donc j'ai toujours eu une attirance pour ça, pour le ciel, pour les choses étranges. Ouais. Enfin, une dernière question, celle que je pose à tous les invités depuis le début de cette saison consacrée aux grandes énigmes de notre condition. Quel est pour vous le sens de ce mot « vie », en tout cas la vie terrestre? Eh bien la vie, c'est un phénomène extraordinaire, c'est magnifique, mais on ne sait pas comment c'est né, on n'en sait rien en fait, quoi. La religion apporte sa réponse, mais ce sont des réponses imagées, hein, on a bien compris. Donc en fait, le processus de la création universelle reste un profond mystère, en fait. Voilà ce que je pense par ma part. Bon, eh bien, on continuera à lire vos enquêtes. Merci beaucoup, Gilles Dabbourdet. Je vous en prie.